Bon, ben écoutez, bonsoir à tout le monde et très heureux de vous retrouver, j'espère nombreux, pour cette nouvelle édition de Facebook Live. Facebook Live axé sur le côté santé. Et merci à Céline Clotet, qui est conseillère municipale, d'avoir travaillé sur ce concept-là. Très heureux d'accueillir à nouveau le docteur Anque Bourgeois, qui nous avait fait le plaisir de venir animer il y a quelques mois, dans une période encore plus tendue que maintenant, un premier Facebook Live sur la vaccination et qui avait été séduite par ce concept et qui nous a proposé également de participer. Donc merci docteur. Bienvenue au docteur Lognos et merci pour tout ce que vous allez faire dans la soirée. Bienvenue également au docteur Thiebaud et au docteur Vignal et merci messieurs. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, depuis une quinzaine de mois, depuis le début de cette pandémie, on parle pratiquement uniquement justement que de la Covid-19 et actuellement, puisque la campagne de vaccination s'accélère, on parle que de ce type de vaccination. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on est dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination et il nous a semblé important de réunir avec Céline autour de la table des professionnels dans tous les registres de la pédiatrie, de la médecine, de la recherche, pour parler, et ça ne sera pas le seul thème de la soirée, mais c'est un petit peu le fil directeur de la soirée, de quelque chose qui est assez méconnu, mais qui peut avoir des dégâts très très importants, c'est le papillomavirus. Voilà. Donc on va axer la réunion là-dessus. Bien évidemment, vous le savez, les docteurs autour de la table vont se présenter, vont commencer à échanger là-dessus. Vous savez qu'il faut que ce soit interactif, qu'on compte sur un maximum de questions de votre part et auxquelles, bien évidemment, ils répondront avec beaucoup de plaisir, et même si elles ne sont pas complètement liées avec le thème de la soirée. Voilà, Céline, à toi. Merci, bien bonsoir à tous. Merci aux médecins présents ce soir de s'être déplacés. Alors effectivement, nous avons organisé dans le cadre de la commission santé ce Facebook Live ce soir destiné à la vaccination contre le papillomavirus, car c'est une pathologie méconnue dont on ne parle pas assez, et notamment la prévention par la vaccination contre ce virus, et je pense trop méconnue de tous. Donc voilà, il me semblait, avec la commission santé, il me semblait important de vous informer et d'activer une prévention sur ce point-là. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne visio et puis je laisse la parole au docteur Anque Bourgeois. Bonjour, je remercie la mairie de Vendard pour ses initiatives sur cette communication pour le grand public, ce qui n'est pas toujours évident d'accéder à débattre avec plusieurs personnes. Finalement, nos modes de communication à distance nous aident à ça. Donc moi, je suis médecin généraliste de formation, mais je travaille en infectiologie sur le centre de vaccination départemental de l'Hérault, qui est à l'Institut Buisson-Bertrand à Montpellier, et puis au CHU de Montpellier dans le service d'infectiologie. Donc, on va faire une petite introduction, on va essayer de la faire relativement rapide et simple. On reviendra sur les thèmes qu'on aura abordés en fonction de vos questions, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Et on va se passer la parole tous les trois à tour de rôle pour parler de quelques thèmes introductifs et lancer le débat. Et puis après, on sera tout oui pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc juste, on parle du papillomavirus, mais c'est un petit peu faux, puisque en fait, il y a de nombreux papillomavirus. Hein. C'est un groupe de virus qui comporte plus de 200 virus différents, dont 9 en particulier sont impliqués dans des pathologies humaines, avec des pathologies de gravité tout à fait différentes, puisqu'on a certaines maladies qui vont être développées en plusieurs années, qui vont aboutir à du cancer. Donc celui qui est le plus connu, le cancer du col de l'utérus, mais il y a d'autres organes génitaux qui peuvent être atteints, même si c'est le plus fréquent, qui touche évidemment les jeunes filles et les jeunes femmes, hein, avec à peu près 1000 décès par an, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est un impact très important. Et puis il peut y avoir donc, des atteintes cancéreuses aussi de la sphère génitale masculine comme féminine. Et puis, il peut y avoir, et c'est en train de se développer depuis une vingtaine d'années, également des atteintes au niveau ORL, hein, au niveau de la gorge en particulier, avec une bonne partie des cancers maintenant ORL, qui sont toujours fortement liés, bien sûr, au tabac, à l'alcool, mais dont une bonne partie sont maintenant liés au virus,
à ces virus, justement, responsables c'est l'infection chronique, c'est le fait de porter le virus pendant plusieurs années une fois qu'on l'a attrapé. Soit on en guérit dans 90% des cas, soit dans 10% on en reste porteur et ça va créer petit à petit ces inflammations qui peuvent aboutir au cancer. Alors ça ne donne pas que des cancers, donc la vaccination contre ces virus-là, puisqu'on vaccine contre plusieurs de ces papillomavirus, eh ben, ça ne prévient pas que du cancer. Alors au passage quand même, je dirais que c'est important de le dire, c'est un vaccin anti-cancer, et on n'en a pas tant que ça pour l'instant encore, puisque le premier, c'était le vaccin contre l'hépatite B, qui concerne les adolescents aussi, Georges y reviendra, et puis, bien sûr, le vaccin contre le papillomavirus pour la prévention donc, de certains cancers génitaux, mais de cancers ORL également. Et puis, ils ne donnent pas tous des cancers, mais l'infection chronique peut donner aussi ce qu'on appelle les verrues, alors soit les verrues vulgaires au niveau de la peau, que tout le monde connaît, soit les verrues génitales qu'on appelle aussi les condylomes, et qui ont un impact sexuel dont Jacques parlera après, qui est quand même pas négligeable, sexuel et psychologique, voilà. Et donc le vaccin, il ne prévient pas que les cancers, il prévient aussi ces lésions-là. Et puis je dirais qu'il y a encore une autre forme, alors beaucoup plus rare, qui n'est pas très connue, mais les gens qui en sont atteints, on n'en voit pas beaucoup nous médecins, mais ceux qu'on voit, ils nous marquent, parce que c'est quand même des histoires qui ne sont pas faciles, puisque c'est une contamination du bébé au moment du passage de la filière génitale, qui peut parfois donner une atteinte laryngée, et qui va donner ce qu'on appelle la papillomatose, et qui va atteindre les enfants dans leur plus jeune âge, avec des prises en charge qui peuvent être parfois compliquées et des handicaps au niveau de la voix en particulier. Donc, ce n'est pas fréquent, mais c'est très invalidant. Voilà. Donc, évidemment, la vaccination peut prévenir ça aussi. La transmission, c'est une maladie sexuellement transmise, mais qui est quand même un petit peu particulière. Je pense que Jacques reviendra sur ce point-là, dans le sens que il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration. Les contacts, tout simplement, les touchés, voilà, peuvent provoquer la transmission, la contagiosité. Et c'est un virus qu'on va rencontrer très jeune dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut vacciner les jeunes, si possible, avant les premiers rapports sexuels, pour être sûr d'être en amont avant d'avoir attrapé. Alors, comme le vaccin protège contre plusieurs virus, ma foi, si on en a déjà attrapé un ou deux, ce n'est pas inutile de vacciner, mais le mieux et la plus grande efficacité du vaccin, c'est évidemment avant d'avoir été en contact. Donc, c'est pour ça que c'est un vaccin de l'adolescent. Voilà, qu'est-ce que je vais dire globalement ? Le vaccin n'empêche pas donc d'attraper le virus, mais le fait d'avoir appris à fabriquer des anticorps contre ces virus fait que si on est à nouveau en contact avec des papillomavirus, au niveau génital ou au niveau de la sphère ORL, on va développer des anticorps qui vont venir bloquer le virus et on va se débarrasser du virus sans qu'il puisse pénétrer dans les cellules. Or, c'est la pénétration dans les cellules qui va provoquer ces inflammations avec pourvoyeuse des lésions dont j'ai parlé. Je crois que pour une première introduction, je dirais juste peut-être encore un point avant de passer la parole à Jacques. Je parlerai de l'évolution des comportements sexuels en France. Je vous ai dit qu'en fait, c'est depuis une vingtaine d'années qu'on remarque une augmentation, en particulier des cancers ORL, dont une partie touche évidemment, une bonne partie touche les hommes. Et en fait, c'est un petit peu en parallèle de l'évolution des comportements sexuels en France, donc avec une petite baisse de l'âge des premiers rapports, même si elle n'est pas énorme, mais une augmentation du nombre moyen de partenaires chez les jeunes filles comme chez les jeunes garçons, avant de se stabiliser. Et puis, beaucoup des pratiques sexuelles qui ont évolué, donc en particulier les pratiques de sexe oral, qui se pratiquent de façon habituelle au sein des couples, et pas simplement, comme ça pouvait être le cas peut-être il y a 30 ou 40 ans, plutôt hors des couples classiques. Donc ça, c'est des modalités de rapports sexuels qui ont augmenté bien évidemment les cancers au niveau ORL. Voilà. On s'aperçoit aussi dans les études que les pratiques de sexe anal, je ne parle pas au sein de couples homosexuels, mais bien au sein de couples hétérosexuels, sont aussi plus fréquentes qu'elles n'étaient avant. Ce n'est pas une pratique courante quotidienne, mais c'est une pratique qui est aussi bien par les femmes que par les hommes, qui concerne beaucoup de gens. Voilà. Je crois que ça fait une première introduction. Je passe la parole à Jacques, qui
qui va nous parler de prévention et de l'impact des verrues génitales en particulier. Bonjour, donc je suis le docteur Jacques Vignal, je suis gynécologue obstétricien à Montpellier. Et donc moi, par rapport au papillomavirus, je vais intervenir à plusieurs niveaux. Je vais intervenir au niveau de la prévention en informant mes patientes qui ont des enfants, alors des filles bien sûr, mais aussi maintenant les garçons, en les informant et en les sensibilisant à la vaccination pour qu'elles aillent faire, ces mères ou ces couples aillent faire vacciner leurs enfants auprès du généraliste le plus souvent, ça peut être auprès du pédiatre, hein, en informant de l'importance de ce vaccin. Je vais intervenir chez des jeunes femmes qui pourraient être éligibles au vaccin et en leur expliquant l'intérêt de ce vaccin et à quoi il sert. Et puis, plus spécifiquement, je suis colposcopiste, c'est-à-dire que quand vous avez au niveau du frottis, du dépistage qu'on commence à 25 ans, des anomalies, donc c'est des anomalies qui peuvent apparaître bien plus tard dans la vie, des anomalies, il faut être amené à faire un diagnostic, à le surveiller, voire à enlever une petite partie du col, et ça c'est un examen approfondi du col et du vagin qui s'appelle la colposcopie, et c'est une sous-spécialité de la gynécologie, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis spécialisé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, par rapport à une dizaine d'années, notre discours a vraiment changé par rapport au papillomavirus. Aujourd'hui, on considère que c'est une maladie sexuellement transmissible, certes, mais qui est inévitable et qui est inhérent à la sexualité humaine et tout à fait banale. Et qu'on sait maintenant que dès les premiers rapports, dans les premières années, la majorité des jeunes filles et des jeunes hommes vont se rencontrer les papillomavirus. C'est pour ça que la vaccination, si possible, est faite avant les premiers rapports sexuels, mais ils peuvent être faits dans les premières années et vont, de façon à créer une barrière qui va permettre effectivement de se défendre contre les principales souches de papillomavirus. Parce que, voilà, dans le discours, c'est vraiment expliqué qu'une fois que si on n'a pas ces défenses qui ont été créées artificiellement, dans la majorité des cas, on va se les créer et s'en débarrasser, mais c'est la loterie. Une petite partie des femmes vont garder au niveau de leur col ou à d'autres niveaux de leur corps des papillomavirus. C'est pas grave, c'est juste signe qu'elles ont eu une activité sexuelle, mais tant que ces virus persistent, et en particulier au niveau du col, eh ben, ça peut être déclenché des anomalies. Peut-être jamais, peut-être les cellules sont toujours normales et au bout de quelques années, voire parfois plusieurs dizaines d'années, on finira par s'en débarrasser, mais parfois ça peut induire des pathologies. Alors des pathologies qui peuvent être pas graves. Aujourd'hui, les lésions légères, on les surveille, on sait qu'elles vont régresser, donc, mais ça peut être aussi des pathologies qui pourraient basculer un jour vers le cancer, en particulier des anomalies du col et qui nécessitent des petites interventions. Alors, Anke a parlé du nombre de cancers, de décès par cancer du col qui est de 1000 par an. Il y a 3000 nouveaux cas, mais avant ça, il y a ce qu'on appelle les dysplasies sévères, c'est-à-dire c'est pas des cancers, des cellules anormales qui vont pas dépasser le col, mais qui potentiellement pourraient le faire, et par prévention, on va enlever, et on réalise une petite opération qui s'appelle une conisation, et ces opérations, il y en a 30 000 par an en France, ce qui est quand même important. Et ces opérations, même si c'est des petites opérations simples, qui sont sous une courte anesthésie locale ou générale, elles peuvent générer des problèmes plus tard par rapport au désir d'enfant, au risque par rapport à une grossesse. Voilà, donc c'est pas donc au-delà du cancer, il y a aussi toutes sortes de pathologies qui sont associées. Je continuerai à répondre aux questions après. Je vais laisser la parole à Georges Thiebaud qui va vous parler plutôt du côté vaccination. Juste avant, en fait, il y a un témoignage que je souhaiterais lire puisqu'il a un rapport avec ce que vous veniez d'expliquer. Je remercie d'ailleurs cette personne d'avoir fait ce premier témoignage. J'ai eu des condylomes à 20 ans, j'ai été prise en charge tout de suite et subi des lasers gynécologiques à plusieurs reprises.
Je vous passe bien sûr le traumatisme, vous le connaissez, notamment au niveau physique après les lasers et notamment une cicatrice. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant des années, il y a des biopsies, là aussi pas agréables du tout, et surtout cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, du risque de cancer du col de l'utérus. Merci de sensibiliser les hommes qui peuvent éventuellement se faire enlever par un vénérologue les verrues et qui, pour une femme, devient une angoisse de chaque jour. Elle peut revenir 10 ans après alors que l'on se croit sorti d'affaires. C'est pourquoi il est important que chaque partenaire soit surveillé. Alors, pour ce qui est des verrues génitales et des lésions à papillomavirus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vraiment le seul traitement efficace, c'est la vaccination. C'est-à-dire que c'est celui qui empêche de contracter, en tout cas qui empêche les virus de rentrer dans les cellules et ensuite d'avoir un portage chronique. Quand on a des lésions, alors par rapport aux verrues génitales, pareil, l'attitude a beaucoup évolué ces dernières années. Avant, on pensait que ça pouvait dégénérer. Maintenant, on est beaucoup plus rassurant, mais c'est vrai que c'est gênant, c'est inesthétique. Il y a toujours un peu un sentiment de honte, mais voilà. Donc, on est moins inquiet par rapport au devenir de ces lésions, mais le problème, c'est quand on est amené à les détruire, les traitements destructeurs, il y a des crèmes aussi qui peuvent être proposées. Il y a un risque de récidive parce qu'on détruit que la partie émergée de l'iceberg. On détruit la lésion, mais les virus, enfin, ils sont dans toutes les cellules de la zone. Et donc, il y a, pour un traitement destructeur, il y a à peu près 50% de patientes qui peuvent récidiver, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Voilà. Alors, avec les traitements, il y a certains traitements qui stimulent l'immunité, il y a moins de récidive, mais il y a toujours des risques de récidive. Et c'est vrai que sans aller jusqu'à l'extrême qui est le cancer, ces patientes qui reviennent, qui doivent se faire surveiller chaque année, même pour des lésions bénignes qui peut-être ne dégénéreront jamais, c'est fatigant. Et c'est vrai que ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec les patientes qui, chaque année, on leur dit qu'il faut revenir, il faut faire un examen approfondi du col, il faut faire des biopsies, etc. Donc effectivement, voilà, il y a un impact psychologique de cette maladie qui est très important et c'est important. La vaccination va jouer aussi sur ce côté. Si on est protégé, on évitera tout ça. Donc, je vais prendre le micro. Georges Thiebaud, je suis pédiatre à Montpellier. Je suis d'ailleurs aussi le pédiatre de la crèche de Vendargues, crèche à laquelle je me rends avec plaisir régulièrement. Là, aujourd'hui, le sujet papillomavirus ne concerne pas les enfants de la crèche, mais éventuellement, nous pourrons aborder des questions de vaccination pour les petits et des obligations vaccinales. Pour ce qui concerne le papillomavirus, qui est le thème de ce soir, on l'a dit tout à l'heure, nul n'échappe au papillomavirus. 75% des adultes, hommes comme femmes, seront en contact avec le virus et risquent donc de développer des lésions. Ce qui compte, c'est d'être préventif et de vacciner auparavant. Alors, cette vaccination, la grande nouveauté de cette année, c'est qu'elle est dans le calendrier vaccinal, autant pour les filles que pour les garçons. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que jusque-là, nous n'avions que les filles en prévention des pathologies, en particulier du cancer du col de l'utérus, que les filles pour lesquelles on proposait la vaccination. Alors, ça a commencé, en fait, les filles à laquelle on proposait la vaccination, c'est depuis l'année 2007. Et à ce moment-là, la vaccination était proposée à l'âge de 14 ans en pensant que c'était bien de démarrer la vaccination avant l'âge de l'activité sexuelle, sachant qu'on prenait en considération l'âge moyen des premiers rapports qui était de 17 ans et quelques. Et puis en fait, après, au bout de 5 années, en 2012, l'âge de cette vaccination a été avancé parce que l'important est de vacciner, comme l'a dit Jacques, comme l'a dit Hank, c'est d'être précoce, d'être préventif. Et la prévention, elle se fait à l'âge de l'adolescence. Et il n'est donc pas utile d'attendre que ce soit un âge de 15-16 ans, qui est peut-être trop tardif, d'autant que la vaccination est excellente et donne de très très bons résultats chez les adolescents, que ce soit pour papillomavirus, comme pour l'hépatite B, pour ceux qui n'auraient pas encore été bénéficiés quand ils étaient jeunes, pour le rattrapage hépatite B, et autant pour les vaccinations simplement des poliocoqueluches. Et donc la vaccination contre le papillomavirus, elle est
proposé à partir de l'âge de 11-13 ans. C'est un âge de vaccination dans l'autre calendrier vaccinal. Dans notre calendrier vaccinal, nous avons chez les enfants un rappel de vaccination à 6 ans, un DT-Coq polio. À 11-13 ans, on a le rappel de vaccination DT-Coq polio. Et puis ensuite, je peux rappeler d'ailleurs que c'est à 25 ans, 45 ans et 65 ans qu'on sont fait les vaccinations chez les adultes. Donc cette vaccination, on l'a fait à l'âge de entre 11 et 13 ans. L'intérêt, c'est donc d'avoir une excellente réponse vaccinale. Papillomavirus, à ce moment-là, on fait 2 doses à 6 mois d'écart et la réponse sera définitive. Ça permet, il n'y aura pas de rappel à faire. Enfin, actuellement, nous avons un recul de 10 ans sur les études vaccinales qui montrent une excellente protection. Et donc, à ce moment-là, avec le recul que nous aurons ensuite sur l'efficacité vaccinale aux âges de 30 ans, 40 ans, nous pourrons voir que nous avons un résultat excellent, ce qui est démontré d'ailleurs dans les pays qui vaccinent depuis bien plus longtemps que nous, puisque certains pays vaccinent depuis une vingtaine d'années, et ils ont constaté la chute drastique des cancers du col utérin. Alors cette vaccination, donc, elle va être maintenant proposée aussi bien aux garçons qu'aux filles, entre 11 et 13 ans, et elle peut être associée à la vaccination DT-Coq polio, elle peut être associée le même jour à la vaccination hépatite B si elle n'a pas été faite, et elle se fait donc, l'important c'est ces 2 doses à 6 mois d'écart. Il ne faut pas faire la seconde dose trop tôt. Donc les 6 mois d'écart, et ça nous avons, les experts en vaccination retrouvent sans arrêt des questions, parce que cette vaccination qui a été mise en place en 2007 en France, beaucoup de jeunes filles ont eu une première dose, et puis après, la deuxième dose n'a pas été faite pour des raisons diverses. En fait, ce qui compte, c'est l'âge de cette première vaccination, donc faite dans l'intervalle 11-13 ans. L'intervalle strict, d'ailleurs, enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est entre 11 et 14 ans, 14 ans révolus pour la première dose. Et après, la deuxième dose doit être faite 6 mois après. Ce n'est pas une vaccination qui est obligatoire, mais c'est une vaccination qui est recommandée. L'obligation vaccinale depuis 2018 ne touche que les vaccinations du tout petit, de l'enfant de moins de 2 ans, mais les autres vaccinations après chez des plus grands sont aussi importantes, et je suis prêt à répondre à des questions. Est-ce que dans mon cas, je peux me faire vacciner, ou étant donné que j'ai déjà traversé tout cela, ce n'est plus possible? Alors il est possible il y a un ensemble de papillomavirus, on l'a dit tout à l'heure, ils sont nombreux. Dans la vaccination, on protège contre 9 sérotypes de papillomavirus, génotypes, 6, 11, 7, 18, 45, 33, enfin il y en a 9. Il est fort probable que vous ne soyez pas immunisé contre tous ces papillomavirus, et donc la vaccination peut être proposée pour vous éviter d'avoir d'autres liaisons dues à un autre papillomavirus que celui qui a été responsable des condylomes. Et la vaccination peut être proposée jusqu'à l'âge de 45 ans. Donc à ce moment-là, alors la seule chose, c'est que comme vous avez passé l'âge des 14 ans révolus, à ce moment-là, c'est un schéma en 3 doses, c'est-à-dire qu'on fait une injection, une deuxième 2 mois après et une troisième 6 mois après. C'est un schéma 0, 1, 2, 3. Je crois qu'il est important de préciser que les recommandations françaises, c'est-à-dire, c'est un petit peu la nuance de la santé individuelle et la santé publique. Donc là, la question qui est posée, c'est moi individuellement, j'ai déjà eu le problème, est-ce que je peux me faire vacciner? Les recommandations du calendrier vaccinal, c'est des recommandations de santé publique, c'est qu'est-ce qu'avec notre argent collectif, on va pouvoir financer pour améliorer globalement à la fois la santé individuelle de tout un chacun, mais avec une protection collective. Donc, de façon remboursée, le vaccin va être recommandé de 11 à 14 ans avec un schéma de doses à 6 mois d'intervalle, comme vient de le dire Georges. De 15 à 19 ans, ce sera un schéma à 3 doses avec 2 mois minimum d'écart entre les 2 premières et 4 mois minimum d'écart entre les 2 suivantes. Je tiens bien à préciser, s'il y a des gens qui se posent la question, on appelle ça le schéma M0, M2, M6, mais les gens du coup ils se disent M0, M6, le dernier doit être fait 6 mois après le premier, alors que c'est M0, M2,
et M2, M6. Donc, si jamais la deuxième, on ne l'a pas fait exactement 2 mois après et qu'on l'a faite, je ne sais pas moi, même 6 mois après, c'est pas ce qu'on recommande, mais c'est possible de faire comme ça, quelle que soit la raison pour laquelle on l'ait retardé. Il faudra retarder d'autant la dernière. Et ce schéma-là, c'est le schéma qui restera si on est vacciné au-delà de l'âge de 19 ans. Donc, chez les homosexuels masculins, le vaccin est recommandé d'ailleurs jusqu'à 26 ans. Donc, recommandé dans le calendrier vaccinal, ça veut dire remboursé par la sécurité sociale, à 70%, je crois. Voilà. Par contre, au-delà, donc la question de cette personne qui nous a fait part de son témoignage, je trouve très, très intéressant, on a le droit de vacciner, ça redevient de la médecine individuelle. On ne va pas recommander à tout le monde, quel que soit l'âge, de faire le vaccin papillomavirus. Mais il a été démontré dans un certain nombre d'études qu'effectivement, de vacciner des gens qui avaient déjà eu des lésions liées au papillomavirus, du fait qu'il y ait plusieurs sérotypes, comme l'a dit Georges, je crois que je n'ai pas précisé tout à l'heure aussi que ces 9 sérotypes, finalement, ils couvrent 90% des virus qui sont capables de donner, des papillomavirus qui sont capables de donner justement ces cancers. Donc c'est déjà beaucoup. Hein. Avant, avec le vaccin qu'on avait avant, ça couvrait 4 virus différents. C'était déjà 70%, ce qui était déjà pas si mal. Là, c'est quand même 90%. Donc effectivement, on a des études qui démontrent que ça diminue le risque de récidive de vacciner quelqu'un qui a déjà été infecté. Par contre, ce ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Je pense que c'est important de le signaler aussi pour être complet. Est-ce que je peux peut-être alors ajouter sur un élément qui est toujours très important pour tout le monde, c'est quelle est la sécurité de ce vaccin? Est-ce qu'on risque quelque chose si on se fait vacciner? C'est un vaccin qui est utilisé, donc je disais, dans le monde entier et en particulier dans des pays comme les États-Unis et l'Australie depuis bien plus longtemps que nous. Et donc nous avons des éléments de sécurité vaccinale sur des centaines de millions de doses. Et il a bien été démontré que ce vaccin n'est pas responsable de maladies auto-immunes ou d'affections particulières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est logique. En fait, ce vaccin, on parle beaucoup de Covid ces temps-ci et de technologie vaccinale. Ce vaccin, en fait, ce sont des pseudoprotéines virales donc, qui sont injectées et qui vont déclencher la formation d'anticorps, mais il n'y a aucun matériel immun particulier. C'est vraiment des protéines simples qui vont permettre à l'organisme à ce moment-là de fabriquer son immunité et sans risque de dérèglement immunitaire. Et donc ça, c'est ce qu'on pense au niveau immunologique quand on le voit. Mais après, en pratique, je disais, sur les centaines de millions de doses, il n'y a pas de maladie particulière qui soit survenue. La seule chose, moi qui vaccine, que l'on peut observer, c'est le malaise au moment de l'injection chez l'adolescent. On est très vigilant à ça, parce qu'il y a toujours une appréhension. Et puis, au moment de l'injection, ça a été... Je l'ai constaté moi-même, la personne qui dit « ça va moyen », le temps de récupérer quelques minutes, et ça ne fait pas plus. Donc, c'est un vaccin qui a une excellente sécurité. Je voulais le préciser. Alors peut-être que moi j'ajouterais encore autre chose sur le volet efficacité. Je crois que c'est important de le dire. Bien sûr, j'ai dit que c'était important d'être vacciné avant d'avoir rencontré le virus, donc avant le début des rapports sexuels. C'est pour ça qu'on le fait pas trop tard dans l'adolescence. Mais il y a aussi une autre raison, en tout cas, c'est intéressant de le faire quand on est jeune parce que l'efficacité va être d'autant meilleure. Et ce n'est pas le seul vaccin pour lequel on le sait. On sait que notre système immunitaire, il vieillit très jeune finalement. Et donc, on n'a pas les mêmes réponses quand on est dans la petite enfance, dans l'adolescence ou quand on est déjà jeune adulte, donc pas très vieux dans l'absolu. Mais néanmoins, en réponse immunitaire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a en particulier une étude en Suède qui a bien montré que l'efficacité était d'autant meilleure sur la réduction des infections contre le papillomavirus, sur la réduction de ces fameuses verrues génitales qu'on appelle les condylomes, sur la réduction des stades qu'on appelle les CIN 2-3, dont a parlé Jacques, qui vont induire des gestes qui ne sont pas anodins, même si on n'est pas encore arrivé au stade du cancer, et qui vont, au bout de quelques années, réduire effectivement les cas de cancer. Et donc on a remarqué dans cette étude-là qu'effectivement, l'efficacité était d'autant meilleure si
si les gens avaient été vaccinés le plus jeune possible. Donc, notre tranche d'âge de 11 à 14 ans, je crois que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant aussi de le coupler à la vaccination de l'adolescent, comme l'a redit Georges, hein, en particulier le rappel diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, mais bien sûr, tout ce qu'on oublie parfois, hein, ou qui a pu sauter sans opposition particulière, mais par oubli à un moment donné parfois. Et donc, il y a des brochures qui peuvent montrer ce que c'est que la vaccination de l'adolescent. Et donc, du coup, en particulier la deuxième dose de rougeole, c'est un peu le deuxième thème phare de cette semaine européenne de la vaccination. Pour tous les gens nés après 1980, donc ça ne concerne pas que les adolescents, mais en particulier au moment de l'adolescence, c'est vraiment important de le regarder. Et si elle n'a pas été faite dans l'enfance, c'est déjà un bon moment de la rattraper. Je rappelle qu'à ce moment-là, on peut aussi rattraper la vaccination de l'hépatite B, hein, donc, qui est aussi donc, une maladie cancéreuse, comme on l'a dit. Et si on n'a pas été vacciné dans la petite enfance, maintenant c'est obligatoire, mais on a encore des ados qui n'étaient pas à la période où c'était obligatoire avant l'âge de 2 ans. Et donc l'intérêt, c'est que l'hépatite B peut être couplée avec le même schéma chez les 11-14 ans, avec un schéma en 2 doses, simplement que le vaccin de l'hépatite B, au lieu d'être un vaccin correspondant à l'âge des moins de 15 ans, ce sera un vaccin adulte, donc qui est 2 fois plus dosé, mais au lieu de faire 3 injections, on fera que 2 injections de vaccins doublement dosés, à 6 mois d'intervalle, en même temps que le papillomavirus. Donc c'est vraiment important à l'âge adolescent de penser à faire un point vaccinal, parce qu'on ne voit pas souvent son médecin à cet âge-là. Si on y va pour un rhume, une angine ou je ne sais quoi, bah souvent, voilà, le rendez-vous a été pris pour une chose, on ne pense pas forcément à tout faire. Donc c'est vraiment bien de penser à le faire. Et puis même la varicelle, qui est une maladie de l'enfance, dans les crèches, Georges doit en voir régulièrement aussi bien que dans son cabinet, mais tout le monde ne fait pas la varicelle quand même. Et la varicelle, comme beaucoup de maladies infantiles, eh ben, elle va être plus sévère quand on l'attrape à l'âge adulte que quand on l'a fait dans l'enfance. Voilà. Donc c'est important chez les adolescents, et même au-delà chez les jeunes femmes, pour pas que ça arrive pendant une grossesse, si elles n'ont pas fait la varicelle dans l'enfance, ça peut être aussi un vaccin qui va être fait. Alors sur les vaccins, je vois arriver une question aussi de quel vaccin choisir. Donc, pardon, vas-y Georges, excuse-moi. Oui, pour ce qui concerne la vaccination, donc je vais répondre simplement, hein, quel vaccin choisir. Initialement, dans les années 2010, nous avions 2 vaccins, le Gardasil qui protégeait contre 4 sérotypes et le Cervarix qui protégeait contre 2. Il faut dire que maintenant, aujourd'hui, depuis 1 an, nous n'utilisons plus que le Gardasil 9 valences. Et même pour les personnes, les jeunes filles qui auraient pu avoir une dose de Gardasil précédemment, on complète avec uniquement du Gardasil 9 qui étend la protection. Donc c'est Gardasil 9, point. Et puis vraiment pour tous. Hein. Et alors, je vois que j'ai abordé le sujet des maladies auto-immunes, et évidemment, je suis contredit. Je voulais dire une chose pour ce qui est... on est bien conscient de tout cela, on est conscient des personnes qui peuvent souffrir d'une maladie pour laquelle il n'y a pas d'explication particulière qui soit donnée, et il y a beaucoup d'associations de patients qui militent justement pour une reconnaissance de leur maladie, mais la difficulté après, elle est de faire le rapport entre une maladie qui est survenue et une vaccination. On entend beaucoup parler actuellement à propos de la Covid, justement, et de la pharmacovigilance. Alors, en ce qui concerne la vaccination, pour parler de l'hépatite B, vraiment, la Société francophone de la sclérose en plaques a publié un rapport complet en 2019, hein, c'est assez récent, et vraiment, ils n'ont retrouvé aucune étude montrant une association entre la vaccination papillomavirus et la survenue d'une sclérose en plaques ou d'une maladie auto-immune. Je dirais aussi, d'ailleurs, pour compléter, que par rapport à la vaccination hépatite B, cela a mis 20 ans. Moi, j'étais pédiatre à l'époque où on faisait la vaccination. La vaccination était faite même dans les écoles, hein, et où il y a eu toute cette polémique au cours de la vaccination, puisqu'il y avait un doute. Depuis donc 20 ans après, la réponse a été apportée et il n'y a aucun élément qui permette de définir que la vaccination était responsable d'une poussée de sclérose en plaques.
c'est vraiment défini, pas seulement par les sociétés savantes, mais c'était défini par un arrêté de justice. Donc je sais bien que ça pose problème toujours, parce qu'on dit oui, mais je connais une personne qui... nous, notre raisonnement toujours, c'est... il peut y avoir tout à fait une coïncidence temporelle entre une vaccination et puis la survenue d'une maladie qui serait survenue, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas... On doit, pour prouver l'effet de la vaccination, retrouver sur un nombre de personnes suffisant une association où on constate que un mois ou deux après la vaccination, il y a le pic de maladie qui survient. Je parle du Covid, des thromboses avec un vaccin. Il y a vraiment, c'était un signal qui a été retrouvé parce qu'il y a eu un certain nombre, même si c'était très rare, mais on a retrouvé une association temporelle entre la vaccination et la survenue d'un phénomène totalement inhabituel. Pour ce qui concerne donc l'hépatite B, le vaccin papillomavirus, je peux vous dire, on en a des documents, on en a énormément, et que vraiment, je me sens totalement rassuré. Et moi, personnellement, je vaccine, mais sans aucune arrière-pensée, toutes les jeunes filles, et puis maintenant les jeunes garçons qui viennent me voir à mon cabinet. Pour compléter le témoignage, en tant que généraliste, on a l'avantage de suivre de 0 à 100 ans, voire 102 ans, parce qu'il y a aussi visite à 102 ans. Et dans mon exercice quotidien actuellement, effectivement, aujourd'hui, j'ai fait 2 vaccins à un frère et une sœur. Donc, vous voyez, c'est vraiment partagé. Et hier, malheureusement, j'ai dû annoncer à quelqu'un qu'elle avait une lésion du col due au papillomavirus. Et ça faisait partie des choses quand même du quotidien et qui, dans un exercice, deviennent de plus en plus prégnants. Je voulais surtout appuyer le fait de l'information et des sources d'information. C'est-à-dire que, quelles que soient les questions que vous vous posez, la vaccination, c'est un acte qui doit être un acte qui est à la fois individuel, mais il n'y a que le tétanos qui n'est qu'individuel. Toutes les autres vaccinations sont des vaccinations qui sont santé publique pour à la fois se protéger et protéger les autres. Et ce qui est important, c'est la source d'information. Moi, j'ai plusieurs thèses sur les vaccinations, ciblées vers les professionnels de santé, ciblées vers les parents, vers les enfants, les adolescents, les garçons. Et en fait, ce qu'on retrouve le plus, la source d'information, c'est les médias sociaux et c'est les amis ou les connaissances. Et je crois pour se faire son opinion propre, soit avoir des références sur des sites qui donnent la référence, les articles auxquels ils font allusion, ou alors se tourner vers les professionnels de santé qui sont, ça peut être les pharmaciens, ça peut être les médecins, mais en tout cas quelqu'un qui connaît, et non pas le voisin qui a dit que. Voilà, c'était surtout mon message. Oui, je crois que pour compléter ce que Georges disait sur les liens de cause à effet, donc c'est des histoires de phénomènes soit particuliers qu'on n'est pas habitué à voir quand on regarde les effets indésirables, comme pour les thromboses dont il parlait, mais c'est aussi, ces thromboses, elles existent aussi chez des gens qui ne sont pas vaccinés, même ces thromboses rares, elles existent, mais c'est qu'elles sont survenues à une fréquence plus élevée. Donc rapidement, vous avez vu que ça n'a pas pris énormément de temps, le temps d'analyser les données, de pouvoir se faire une idée, de regarder les choses clairement. Rapidement, on a fortement suspecté qu'il puisse y avoir un lien. Donc tous les cas de thrombose profonde comme ça actuellement, on ne va pas dire qu'elles sont liées au vaccin, puisqu'il en existe d'autres, mais quand on en voit de façon plus fréquente que ce qui se passe habituellement, là on peut penser qu'il y a un lien. Or, pour toutes les maladies qui ont été citées, là, de fibromyalgie, les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, que ce soit pour le vaccin de l'hépatite B ou pour le vaccin du papillomavirus, on en retrouve chez les gens qui sont vaccinés, comme on en retrouve chez les gens non vaccinés, mais ni plus ni moins. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'on peut conclure que ça n'est pas lié au vaccin. Je dirais une chose, parce que c'était très important tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait confiance à son médecin en premier. Et c'est le médecin qui doit, notre rôle à nous, est de s'informer par tous les biais que l'on peut avoir. Et nous sommes submergés d'informations. Je dois dire que pour ce qui concerne la vaccination, c'est vraiment un domaine... Le calendrier vaccinal, le bulletin que nous recevons une fois par an. Nous sommes dans la semaine de la vaccination et nous avons une fois par an le calendrier vaccinal qui est publié.
eh bien, dans les années 2000, ce calendrier vaccinal, il faisait 10 pages. Dans les années maintenant, il y a 70 ou 80 pages, et je peux vous dire que chaque ligne compte, et c'est vrai que le médecin doit lire tout ça, et c'est très évolutif, il y a beaucoup d'actualité dans tout ça, ça change, c'est pour ça que chaque année, il y a des éléments nouveaux. Vraiment, je reviens sur ce que je disais au début, l'élément nouveau cette année, c'est de permettre aux garçons d'être vaccinés contre le papillomavirus, et vraiment, dans notre... C'est des jeunes, il ne s'agit pas de parler à cet âge-là, ils ont 11-12 ans, on ne parle pas de sexualité, on dit je vais t'expliquer qu'il y a un virus qui peut être responsable de cancer quand tu seras plus grand et qu'on a un vaccin pour t'éviter cela, et ils le comprennent très très bien, et on a l'adhésion. On discute avec les familles, mais je n'ai pas de difficulté avec les adolescents eux-mêmes. Alors peut-être que pour élargir un petit peu au-delà du papillomavirus, j'ai montré tout à l'heure une page qui concernait les adolescents parce que c'était le sujet. Mais c'est vrai que la vaccination, comme dit Georges, nous, les recommandations qu'on reçoit, c'est 70-80 pages. Et uniquement pour monsieur tout le monde, hein. Si je parle de la vaccination des gens atteints d'un certain nombre de pathologies, c'est encore un autre volume, etc. Mais tout ça, on peut un petit peu le simplifier. Donc il existe des brochures qui ont été faites entre le CHU et l'Institut Buisson-Bertrand, hein, donc qui permettent de montrer la vaccination pour tous. Et quand on est adolescent, mais aussi quand on est adulte, hein, la vaccination ne s'arrête pas quand on est sorti de l'enfance et de l'adolescence, il y a des rappels à entretenir. Mais les plus de 65 ans, bien évidemment, qui sont soumis à certaines infections, à une fragilité, en particulier la vaccination Zona, qui est moins connue. Donc la grippe, c'est la première. Bien sûr que le tétanos, il faut continuer à le faire, mais aussi le Zona, ça reste important. La vaccination contre le pneumocoque pour des personnes âgées qui sont pour un certain nombre atteints de certaines pathologies, des maladies en particulier cardiaques, respiratoires, qui donnent des fragilités à ces germes. Et voilà, donc il y a tout un tas de petits moyens qui peuvent permettre de s'y retrouver un petit peu mieux. Donc si on a le diabète, il va y avoir des recommandations un petit peu spécifiques aussi. Mais si on a en particulier des maladies, hein, que ce soit une immunodépression liée à des médicaments ou liée à du VIH, voilà, il va y avoir des recommandations particulières. Si on a été opéré, qu'on nous a enlevé la rate parce qu'on a eu un accident de la route, il y a aussi d'autres recommandations qui ne sont pas les mêmes parce que ce n'est pas les mêmes fragilités. Et tout ça, ce n'est pas très connu de tout un chacun, parfois pas toujours bien de tous les médecins. Et donc, c'est important de se référer à toutes ces informations. Et donc, je voudrais compléter, puisque nous sommes sur un réseau Internet, qu'il y a un site Internet qui s'appelle Vaccination Info Service, auquel je vous conseille de vous référer. C'est un site qui a été fait par le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, et il y a énormément d'informations, à la fois pour les personnes qui veulent s'informer sur les vaccins et à la fois pour les professionnels de santé. C'est un site très très complet et fiable qui donne ses sources et qui est un site de référence. Voilà, juste pour finir sur l'élargissement de la vaccination, il y a aussi une brochure sur vaccination et activité professionnelle. Donc, la médecine du travail, un certain nombre de gens vont la voir dans leur carrière et vont avoir effectivement des vaccins en rapport avec l'exposition qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur profession. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne voient pas de médecine du travail et le médecin traitant ne va pas forcément penser, quand il voit son patient, à demander quel métier il pratique finalement, ou même s'il le sait, il ne va pas faire le lien avec la vaccination. Et il faut chacun être acteur de sa santé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important que les personnes soient informées qu'il y a différentes raisons de faire les vaccins. L'âge, c'est ce qu'on appelle le calendrier vaccinal. Des pathologies qu'on peut avoir qui donnent des risques supplémentaires sur lesquels on peut avoir du vaccin en prévention, des activités professionnelles qu'on peut faire. Alors tout le monde va penser aux vétérinaires pour la rage, par exemple, ça c'est connu, mais il y a d'autres maladies, les gens qui travaillent dans les égouts, on peut les protéger contre la leptospirose, enfin voilà, il y a plusieurs indications. Et puis on a aussi une dernière brochure avec des risques particuliers sexuels pour les populations LGBT, donc dans le cadre de l'homosexualité, avec l'hépatite A par exemple, qui est
que j'aurais pu citer dans la vaccination professionnelle. Les gens qui travaillent en restauration collective, c'est un vaccin qui leur est recommandé, mais pas souvent pratiqué, qui les protège eux-mêmes, mais qui peut protéger leurs clients en restauration pour éviter qu'ils se contaminent avec un plat qu'ils auraient mangé. Et puis, évidemment, les patients homosexuels, c'est une population sur laquelle le virus de l'hépatite A peut circuler fortement. La dernière grosse épidémie qu'on a eue en Europe et en France, elle était partie de la communauté homosexuelle, mais qui n'est évidemment pas confinée et qui est en contact avec tout le monde. Donc l'épidémie s'était largement étendue. Je vois une question plus précise, à nouveau, sur les effets secondaires des vaccins. C'est que le garde-asile, on trouve dans la liste des infections musculo-squelettiques, systémiques. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la notice des vaccinations sont indiqués absolument tout ce qui a pu être noté par une personne, et c'est indiqué qu'il y ait ou non relation temporelle avec la vaccination. On a observé ça, c'est indiqué. C'est de la transparence, en fait. Et après, il y a, est-ce que c'est... Parce que vous avez aussi, j'ai un accès de pâleur, vous avez aussi mais de tout et de tout dans l'étude vaccinale, dont on parle beaucoup, là, sur des dizaines de milliers de personnes, sont notifiés absolument tout ce que l'on a constaté. Après, aux études, de voir s'il y a une relation entre les deux. C'est toute la nuance entre ce qu'on appelle les effets indésirables. Donc les effets indésirables, que ce soit dans une étude ou dans la vie quotidienne pour n'importe quel médicament, c'est tout ce qui arrive à quelqu'un qui a pris un médicament ou une injection ou un vaccin, voilà. Donc c'est effectivement sur les notices et notifié, comme l'a dit Georges, tout ce qui est arrivé aux personnes, ça ne préjuge absolument pas du lien de cause à effet. Donc dans les notices, on va marquer tout ce qu'on a observé et ça s'appelle les effets indésirables. Ça n'a rien à voir avec les effets, enfin, rien à voir, j'exagère, mais après ce qu'on appelle les effets secondaires, c'est justement là ce qu'on observe dans les études. On fait le vaccin et le placebo. Vous avez entendu là dans toutes les études Covid, on démarre pour essayer de savoir justement quelle différence d'efficacité entre les gens qui ont été vaccinés ou pas. C'est pas parce qu'on n'a pas été vacciné qu'on va tous attraper la Covid. Donc il y a bien des gens non vaccinés qui n'attrapent pas la Covid. Donc voilà, il faut comparer tout ça. Et donc, ce qu'on va appeler effets secondaires, c'est les effets indésirables qui sont arrivés de façon plus fréquente chez les gens vaccinés par rapport aux gens non vaccinés. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose figure dans la notice que ça veut dire que c'est de la faute du vaccin. Une partie est de la faute, une partie n'en est pas. La fièvre chez les petits enfants qui se font vacciner, il y a des dizaines de causes de fièvre. Ils ont de la fièvre, qu'ils aient des vaccins ou pas. Donc, un enfant qui fait de la fièvre après un vaccin, c'est peut-être le vaccin, mais peut-être pas. Et quand on observe justement dans les études avec des placebos, on voit bien les pourcentages de fièvre qui diffèrent. La fièvre dans les études sur la Covid, les gens qui ont eu le placebo, il y en a tout un tas qui ont signalé des fièvres. Mais on en avait quand même à peu près de mémoire 20% de plus. Je crois que c'était à peu près 20% dans le groupe placebo. Donc 20%, c'est pas négligeable. Et c'était 40% dans le groupe des vaccinés. Donc là, c'est une différence qui est suffisamment importante pour dire qu'une partie des fièvres était liée au vaccin, mais pas toutes, puisque les gens non vaccinés, ils en avaient aussi. Donc c'est vraiment important de comprendre cette nuance entre effets indésirables et effets secondaires, et de savoir que dans les notices, ce ne sont pas les effets secondaires qui sont indiqués, mais les effets indésirables. Bien, merci. On a une question qui arrive donc en lien avec la Covid-19. Je crois qu'on pourrait, si vous êtes d'accord, consacrer le quart d'heure qui nous reste, on peut même élargir bien évidemment, pour parler un petit peu de toutes ces questions que nous on entend plus souvent dans notre quotidien par rapport à l'immunité collective, par rapport au pass santé, par rapport à la question qui s'affiche, par rapport au qu'est-ce qui se passe quand j'ai ma première vaccination, en attendant la seconde, est-ce que je peux être contagieux, est-ce que je peux rattraper la Covid après la vaccination, peut-être qu'on pourrait échanger là-dessus. Alors peut-être qu'en deux mots très simples, d'abord, les vaccins Covid de façon générale sont tous efficaces. Voilà. Alors il y a des petites différences de l'un à l'autre. Effectivement, pour les vaccins qui sont à ARN, donc les vaccins Pfizer et Moderna, on va avoir une efficacité un petit peu plus
élevé, mais ça ne fait pas une grosse différence. C'est-à-dire qu'on va être protégé. Alors de quoi? C'est pour ça que quand on parle d'efficacité, il faut dire de l'efficacité de quoi? Donc c'est l'efficacité pour être protégé contre des formes sévères. On va arriver à peu près à 80% au bout de 3-4 semaines après la première injection. Et puis, on passera à 95% d'efficacité 10-15 jours après la deuxième injection. Efficacité contre les formes sévères. Ça ne nous empêche pas d'attraper le virus, mais ça nous empêche de faire des formes sévères. Sur la contagiosité, on va avoir à peu près une efficacité qui est d'un petit peu plus de 60%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Ça veut dire que si je ne suis pas vacciné, j'attrape le virus, je vais être contagieux avec des charges virales plus élevées que si j'ai fait le vaccin, je vais l'attraper, il va rentrer dans mon organisme, je vais en avoir dans le nez, dans la bouche, et donc je peux contaminer des personnes si je n'applique pas les mesures barrières, mais je vais avoir des charges virales beaucoup plus faibles et je vais me débarrasser du virus beaucoup plus rapidement. Donc je vais infecter beaucoup moins de gens. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle d'efficacité dans le cadre de la vaccination Covid, il faut savoir de l'efficacité contre quoi? Il y a la protection pour soi-même et il y a la protection de la contagiosité. Les deux autres vaccins qui sont actuellement commercialisés en France, c'est le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen. C'est tous les deux des vaccins qu'on appelle à vecteur viral, c'est-à-dire que c'est un adénovirus, des virus qui existent mais qui ne nous rendent pas malades. Ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés dans les deux vaccins, mais c'est quand même assez proche comme technologie et qui vont nous apporter dans notre organisme l'ARN. Les vaccins ARN, on apporte l'ARN dans l'organisme en emballant l'ARN dans une petite vésicule graisseuse, tout simplement, pour libérer l'ARN dans nos cellules. Et les vaccins à adénovirus, l'ARN est apporté par l'adénovirus et va pénétrer dans nos cellules. Et dans tous les cas, pour ces 4 vaccins, qui sont tous de technologie relativement récente au sens de la commercialisation à grande échelle, mais qui sont des vaccins sur lesquels il y avait des recherches depuis 20-30 ans. Donc la technologie n'est pas née avec la Covid. Et tous ces vaccins nous vont faire fabriquer la fameuse protéine S par notre organisme. Et du coup, une fois qu'on a la protéine S qui circule dans notre organisme, on va répondre comme si on nous l'avait injecté. Les vaccins classiques, on injecte plutôt la protéine ou le germe entier qui contiendrait cette protéine. Et puis, on va se défendre, apprendre à fabriquer les anticorps et apprendre à ce que nos cellules sachent nous défendre contre ce virus. Et après, on retombe dans un processus classique de vaccination où le principe, c'est j'apprends à reconnaître quelque chose qui m'est étranger, donc pour le coronavirus, cette fameuse protéine S, pour apprendre à m'en défendre et à m'en débarrasser. Et une fois que j'ai appris, je vais garder la mémoire longtemps, et du coup, quand je rencontrerai le virus après, je pourrai m'en défendre. Au niveau des effets indésirables, je dirais que globalement, c'est à peu près les mêmes que ce qu'on a avec la plupart des vaccins, pour le courant, c'est-à-dire soit rien, soit des douleurs au niveau de l'injection, soit dans les jours qui suivent, un petit peu de fièvre, courbature, etc. Alors c'est vrai que c'est plus fréquent sur les premières doses avec les vaccins AstraZeneca, et c'est plus fréquent quand on est plus jeune que quand on est plus âgé. Pour les vaccins ARN, c'est un petit peu plus fréquent sur les deuxièmes doses que sur les premières doses. Pareil, de la même façon, un petit peu plus fréquent chez les personnes un peu plus jeunes que chez les personnes plus âgées. Et puis après, on a effectivement ces effets beaucoup plus rares. Alors, on peut avoir des phénomènes d'allergie, c'est vrai pour tous les vaccins, c'est vrai pour tous les vaccins Covid. Ce n'est pas très fréquent. En tout cas, les allergies sévères sont extrêmement rares. Et les allergies non sévères, elles arrivent, elles existent, mais elles sont gérables très facilement. Ce qui est quand même embêtant avec les vaccins adénovirus, donc AstraZeneca, mais aussi Janssen, c'était effectivement ces thromboses sévères qui quand même aboutissent à du décès. Donc, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, c'est collectif, évidemment, individuellement. Si c'est moi qui tombe sur la thrombose sévère dont je meurs, je ne vais pas trouver que j'ai eu beaucoup de bénéfices de la vaccination. Donc, on comprend évidemment, bien sûr, les craintes, mais ça veut dire qu'à l'échelon global, c'est utile. Et pourquoi on continue à l'utiliser malgré ces effets sévères? C'est que quand même, on est un peu dans une course de vitesse et qu'on aimerait bien, on est en déconfinement aujourd'hui, donc c'est la semaine européenne, mais c'est aussi le jour du déconfinement, mais on aimerait bien essayer d'éviter une 4e ou une 5e vague, et on n'a pas tellement d'autres choix que d'augmenter la couverture vaccinale, et pour arriver à vacciner beaucoup de monde, on est obligé d'utiliser un peu tous les vaccins.
Donc c'est pour ça qu'on est resté prudent, parce que ces réactions-là sévères sont quand même très rares chez les plus âgés, et que les plus âgés risquent plus des formes sévères. Donc le rapport bénéfice-risque, il est d'autant plus intéressant, mais qu'effectivement, chez les moins de 55 ans, on les évite. Et puis je dirais qu'on a quand même le vaccin Sanofi Pasteur, dont on a entendu, alors c'est des résultats préliminaires, hein, on n'a pas encore des résultats de phase 3, mais une journaliste me posait la question hier, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que ça va encore nous servir? Elle dit oui, on va pas, la Covid, on va pas s'en débarrasser tout de suite. Et donc des vaccins utiles chez les moins de 55 ans en particulier, on n'en a pas tant que ça non plus si pratique. Donc voilà, je pense que on a encore beaucoup de travail à faire dans la vaccination, alors qu'il avance beaucoup. Hein. En pratique, nous, moi je suis sur les centres de vaccination Covid du CHU et de l'Institut Buisson-Bertrand. On vaccine des gens de 18 ans aussi régulièrement maintenant, parce que bien sûr les plus âgés sont encore prioritaires, mais les moins de 50 ans sans pathologie, s'il reste des créneaux, ils peuvent s'inscrire. Et effectivement, si on en voit arriver, même s'ils se sont inscrits avant, on ne les refuse plus, parce que de toute façon, en fin de séance, il y a des gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que les rendez-vous sont ouverts. Chaque semaine, on ouvre des nouveaux rendez-vous. Donc, ce n'est pas des rendez-vous qui sont pris depuis longtemps, mais depuis 15 jours. Nous, on a chaque séance 5, 6, 7 personnes qui ne viennent pas. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse appeler. Donc, on ne va pas refuser des gens pour les rappeler après. Enfin, voilà. Donc, vraiment, l'accès à la vaccination, je pense, en plus avec, je crois que c'est important de le dire, le vaccin Moderna, donc un des 2 vaccins ARN, va arriver en pharmacie là, à la fin du mois de mai. Les commandes sont en cours. Et donc, les pharmaciens comme les médecins vont aussi pouvoir vacciner avec des vaccins ARN. Sur le fait d'avoir une première dose avec un vaccin et une seconde avec un vaccin différent. Alors, la problématique des vaccins AstraZeneca, où on pensait bien vacciner tout le monde, et les études, elles ont été faites évidemment, chacune est faite avec je fais un AstraZeneca, le deuxième c'est un AstraZeneca, je fais un Moderna, le deuxième c'est un Moderna. Donc les premières études, on les a avec ça. Donc bien sûr, il y a des études en cours qui ont été mises en route très rapidement, qui font dans un sens et dans l'autre toutes les possibilités qu'il y a pour voir ce que ça donne. Donc l'AstraZeneca, on n'a pas tellement le choix pour l'instant. On a des études qui nous montrent un AstraZeneca et par derrière un vaccin ARN. Et les premiers résultats qu'on a eus ce week-end, c'est les résultats de tolérance. On n'a pas encore les résultats d'efficacité. Donc les résultats de tolérance montrent que, après, quand on a eu un AstraZeneca en premier et un vaccin ARN par derrière, les effets secondaires après cette dose de vaccin ARN sont un petit peu plus fréquents que ce qu'elles ne seraient si c'était un vaccin ARN qui avait été fait en premier. Alors, les classiques, hein, pas des choses graves, en tout cas dans ce qui a été noté pour l'instant, les mêmes classiques, mais un petit peu plus fréquentes. Comme je dis aux gens, le paracétamol, c'est pas la peine de le prendre à l'avance, on ne sait pas à quel moment on va avoir quelque chose, on ne sait même pas si on va avoir quelque chose. Par contre, se promener dans les 3-4 jours qui suivent avec dans son sac le paracétamol, donc Doliprane, Efferalgan, Dafalgan et tout ça, c'est pas mal, c'est pas la peine d'attendre d'être à 39. Si on sent qu'on a, dans les jours qui suivent, un petit peu de fièvre, courbature, autant prendre là le paracétamol directement, on se sentira mieux, c'est pas plus mal. Après, sur le plan du rationnel, quand on peut, pour tous les vaccins, hein, quand on peut les faire avec la même marque, on finit le schéma avec la même marque. Mais on n'a jamais observé jusqu'à présent que ça pose vraiment problème quand les vaccins sont un peu similaires de changer de marque. Donc, là, il y a quand même une forte similitude entre tous ces vaccins-là. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elles aboutissent à ce que nous-mêmes, on produise la protéine S. C'est le portage, hein, c'est l'apport dans l'organisme du vaccin qui est différent. Mais dans tous les cas, c'est nous-mêmes qui produisons la protéine S et nous-mêmes qui mettons notre immunité. Donc, on n'a vraiment aucune raison de penser que ce ne soit pas efficace de basculer d'un vaccin sur un autre. Tant qu'on n'a pas les données des études, on ne peut pas être absolument certain. Donc, on ne va pas l'affirmer comme quelque chose de sûr, mais on ne voit vraiment aucune raison. Moi, j'étais en visioconférence avec le professeur Alain Fischer la semaine dernière sur une conférence qui avait lieu sur l'Occitanie. Hein. Il a répondu exactement la même chose. Après, il dit « je peux me tromper ». Moi, je vais dire « je peux me tromper ». Tant qu'on n'a pas les études pour s'appuyer, on ne peut pas l'affirmer mordicus, mais on n'a aucune raison de penser que ça ne marche pas, voire même peut-être que si les AstraZeneca sont un petit peu moins efficaces, de faire un vaccin ARN par derrière, peut-être ce sera un petit peu plus efficace. Mais en tout cas, on pense que ça va être au moins aussi efficace.
Il n'y a pas de raison d'utiliser le Doliprane, le paracétamol, c'est un excellent médicament. Hein, donc en termes de rapport bénéfice-risque et d'absence d'effets indésirables par rapport à d'autres médicaments qu'on pourrait utiliser comme de l'aspirine ou comme des anti-inflammatoires, le profil de sécurité du paracétamol, si ça marche bien pour gérer les effets secondaires, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser autre chose. Après, au cas par cas, s'il y a un souci, je dirais à chacun de voir avec son médecin en fonction de son cas particulier. Voilà, mais le paracétamol, c'est vraiment le premier médicament, qui est un médicament qu'il ne faut pas prendre en surdosage. Hein. Tous les médicaments peuvent avoir des effets nocifs. Le paracétamol, ça peut bousiller le foie, mais en surdosage. Donc si on le prend en respectant les conditions dans lesquelles ils doivent être pris, ça marche quand même très bien et il y a quand même très peu d'effets indésirables. Si on est allergique, évidemment, au paracétamol, c'est rare, mais ça existe aussi. Là, on va basculer, comme on le fait pour d'autres fièvres, sur le médicament qu'on a l'habitude d'utiliser autrement, en général des anti-inflammatoires le plus souvent. Donc sur l'immunité collective, alors c'est une question difficile, hein, je n'aurai pas de réponse, je ne viendrai pas affirmer des certitudes, hein, j'ai encore lu des choses aujourd'hui même, donc la question est à quel niveau faut-il avoir une immunité collective pour pouvoir se dire que voilà, ça va être sécurisé. Donc là, on commence à avoir beaucoup de retours d'expérience de différents pays, hein, les pays qui sont plus avancés que nous, comme en Israël, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, hein, où ils ont réussi à avoir des couvertures vaccinales très élevées. Voilà. Après, ça dépend du nombre de cas de personnes qu'on a eu aussi, hein, puisque les malades, ils s'immunisent aussi au travers de la maladie. Donc c'est l'ensemble, mais à un moment, on parlait de 60-66%. Les articles que je lisais aujourd'hui et hier disaient que quand même, probablement, il fallait viser un petit peu plus haut si on voulait vraiment avoir une forte réduction de la circulation virale. Alors on ne sait pas exactement quel est l'objectif à atteindre, mais le 70% nous paraît vraiment être le minimum pour ce type de maladie, probablement plutôt 75%. Voilà. Et donc toute la question qu'il va y avoir maintenant, ça va être la question, donc là on arrive, comme je vous dis, hein, on arrive à vacciner les 18-50 ans, là on en est déjà là, donc c'est bien. Mais moi, personnellement, je pense que l'enjeu de la prochaine rentrée après l'été, ça va être la vaccination au moins des lycéens et des collégiens. Si on veut avoir une année scolaire un petit peu normale, et voilà, il faudrait, voilà, après on verra où on descendra. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des vaccins qui ont déjà une AMM, une autorisation de mise sur le marché dès l'âge de 16 ans. Hein, donc pour la plupart des lycéens, je dirais qu'il n'y a pas... Après, il y a juste un souci d'organisation de la campagne et de voir le nombre de doses dont on dispose pour savoir si on peut le faire. Hein. Voilà. Il y a déjà des études chez les 12-15 ans qui montrent, et ce n'est pas très surprenant comme résultat, comme je vous disais, plus on est jeune, meilleure est l'immunité. Donc les résultats des études qui ont été faites chez les 12-15 ans montrent qu'on a une très bonne réponse immunitaire avec des taux d'anticorps qui sont plus élevés que chez les adultes, ce qui n'est pas une surprise. Et il y a déjà des pays, le Canada, et il me semble, j'en ai entendu un deuxième, il me semble que c'est la Suède, voilà, qui commencent à vacciner leurs adolescents. Les Israéliens, ils ont commencé déjà depuis longtemps à vacciner les 16-18 ans. Voilà, donc pour moi, l'enjeu d'une année qu'on voudrait être un petit peu différente de ce qu'on vient de vivre depuis un peu plus d'un an maintenant, à mon avis, c'est certainement, alors on n'a pas encore les recommandations parce qu'on les fait petit à petit en fonction des doses qu'on a et en fonction des couvertures vaccinales qu'on obtient, mais on a quand même finalement avancé de façon assez satisfaisante, il me semble. Hein. Vous imaginez que ça fait à peine plus d'un an qu'on connaît le virus et qu'on a déjà vacciné plus de 20 millions de personnes avec un vaccin efficace. Et je vous rappelle quand même que quand on a commencé à faire la recherche sur les vaccins, l'OMS avait dit qu'un vaccin pourrait être commercialisé s'il était au moins 50% efficace. Vous voyez qu'on est dans des niveaux, même l'AstraZeneca, le Johnson, on est à des plus de 80%. Donc on a quand même des outils très efficaces avec des profils de sécurité qui sont quand même plutôt assez bons. Et donc voilà, je pense qu'on est allé plus vite que ce qu'on ne pensait au début. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Et voilà, je m'attends bien et j'espère bien qu'on puisse continuer à vacciner les adultes et vers la fin de l'été et la rentrée scolaire, qu'on puisse quand même vacciner nos adolescents au moins, peut-être pas les enfants dans un premier temps, mais les adolescents en tout cas. Les provisions, on n'en a pas parlé.
Alors, je crois peut-être qu'on peut donner une adresse mail pour des questions. Je pense qu'on peut donner l'adresse. Alors, cette question-là vise pas particulièrement quelqu'un qui est sur le centre de vaccination, mais elle me sera retransférée et je pourrai y répondre à ce moment-là. Mais je pense que l'adresse mail à diffuser, c'est celle qu'on met sur nos brochures. Hein. Bien qu'on les fasse avec le CHU, on ne met pas d'adresse mail du CHU parce qu'il ne pourrait pas répondre à tous les mails. On ne sait pas très bien vers qui le diriger. Donc, en fait, c'est l'adresse du centre de vaccination départemental de l'Hérault. Bon, moi, j'ai la double casquette du CHU des maladies infectieuses aussi. Donc, cette adresse, c'est CVP comme centre de vaccination public, donc CVP 34, directement derrière attaché IBB pour Institut Buisson Bertrand, puisque c'est là que se trouve le centre de vaccination, donc CVP 34 IBB, arrobase, Buisson, non pas comme un buisson, mais BOUI2SON, tiré du 6, Bertrand comme le prénom, .fr. Donc cvp34ibb arobase buisson-du6 bertrand.fr. Et donc le secrétariat rediffuse après vers qui de droit selon les questions. Très bien. Ben, écoutez, merci. On est arrivé à 1 heure d'entretien. Je crois que tout le monde sera enchanté, ravi par la qualité des échanges. Merci à Céline pour les invitations que tu as envoyées à nos amis docteurs et spécialistes. Voilà, bien évidemment, docteur Bourgeois, vous allez nous laisser les brochures, on les mettra à l'accueil à destination des Vandargoises et des Vandargois qui souhaitent venir les prendre. Voilà, merci à tout le monde, excellente soirée et à très vite. Au revoir.